Alors, bienvenue à ces nouveaux rencontres avec Café Italia. Désolé pour le retard, question d'organisation pour l'habitude. Donc, Café Italia, bon, la plupart d'entre vous connaissent déjà l'association, une association qui est née il y a 2 ans environ. Au début, c'était le rencontre entre des Italiens qui habitaient à Strasbourg et qui n'aimaient pas trop l'image que Berlusconi donnait de l'Italie. Maintenant, ça a changé, mais pas trop. Et on est toujours là. On est toujours là et on essaie de présenter des cas, des personnages, des événements qui concernent l'Italie, ou l'Italie et la France, qui renvoient une image un peu différente de ce qu'on trouve dans les journaux, dans la télé, et tout ça. Et aujourd'hui, on est là pour parler de 2 écrivains qui effectivement renvoient une image différente de l'Italie, Andrea Camilleri et Sergio Azzeni, avec leur traducteur français, Serge Quadrupani et Marc Porco. Bon, on parlera tout de qui est Andrea Camilleri et qui est Sergio Azzeni. Pour l'instant, je vous présente Serge Quadrupani. Serge Quadrupani est un écrivain, traducteur, responsable éditorial de Métayer. Et il a écrit une quarantaine de livres, 30 romans et 10 essais, c'est ça? Et il est responsable de la bibliothèque italienne chez Métayer. Il est traducteur de plusieurs auteurs. J'ai oublié la liste, il y en a vraiment beaucoup, dont Andrea Camilleri, Carlotto, Fois, Lucarelli, Evangelisti, Cataldo, i Momini. Va bene, on en parlera après. Et voilà, mais je laisserai se présenter lui-même parce qu'il fait ça beaucoup mieux que moi. Alors, je passe la parole à Salvatore. Alors, je veux juste vous présenter Marc. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, qui l'ont connu lors de la rencontre au camionneur. Donc Marc, il est traducteur et il a traduit plusieurs livres d'écrivains sardes. Donc il est écrivain aussi, donc poète. Et chose importante, c'est que Marc, il est venu pour nous parler de Sergio Azzeni ce soir. Donc, il a traduit presque tous ses livres. Et la chose importante, c'est que voilà, Sergio Azzeni, il est connu en France, même si sur Wikipédia on ne trouve pas la traduction en français de ses œuvres et de ce qu'il a fait. Mais Marc, donc, il a travaillé longtemps sur Sergio Azzeni et donc il nous parlera de son travail, de ses romans et donc des thèmes surtout qu'il a abordés dans ses récits. Il est histoire donc ici on parle surtout de Sardaigne et de Sicile, tout point de vue de ses écrivains, donc c'est Sergio Azzeni et Camilleri, mais on parlera aussi du point de vue des traducteurs. Donc, et c'est pour ça donc que je laisse la parole à te la lascio a te o la lascio a Marc? Come vuoi. Oui, ça c'est une chose que je vais oublier, c'est que demain il y a aussi une rencontre, parce qu'on a dit que Serge Quadrupani et Marc Porco sont aussi écrivains, donc on va présenter donc leur livre Madame Courage et Le Cri de l'Aube, et d'autres livres encore à la librairie d'Autun de Schiltigheim. Le rendez-vous est à 17h30 et voilà, ils seront là donc pour parler de leur travail d'écrivain et de leurs livres. Je lâche la parole à Serge. Bon, alors ils m'ont envoyé 3 douzaines de mails pour organiser la réunion, et puis au final, c'est à nous d'assurer tout. Bon, c'est pas grave. On est
On est des vieux chevaux de retour, Marc et moi, donc on va essayer de s'en sortir. Alors, je sais pas, dans un premier temps, vous voulez qu'on se présente, c'est ça? Tu peux en dire plus sur toi, parce que je n'étais pas bien présenté. Disons que ma fiche biographique est vite faite, c'est-à-dire je suis en fait, je m'appelle Quadrupani, mais en français c'est Quadrupani, et je m'appelle Quadrupani parce que on parlait français chez moi, même si mes grands-parents des deux côtés venaient des Alpes italiennes. Du côté de mon père, c'était des Suisses italiens, du côté de ma mère, les Gandolfo, c'était des gens qui venaient du Piémont. Et donc, c'était l'intégration d'un Français, on parlait français, mais quand je suis allé à l'Italie, j'ai rencontré deux choses. J'ai rencontré la cuisine italienne, et je me suis aperçu que c'était la même chose que ce qu'on mangeait à la maison. Donc on ne parlait pas français, mais on mangeait italien, je ne savais pas. Et j'ai rencontré une Italienne, et c'est comme ça que j'ai appris l'italien. Voilà. Et donc, c'est une excellente manière d'apprendre les langues, que je vous recommande d'ailleurs. Et donc, en rencontrant l'italien, j'ai aussi rencontré toute une civilisation, parce que, comme vous avez, beaucoup d'entre vous ont sans doute l'expérience du bilinguisme. Vous savez qu'une langue, c'est pas seulement un vocabulaire, c'est pas seulement un ensemble de mots, c'est toute une sensibilité qui passe avec, et même une vision de la vie. Et donc j'ai rencontré l'Italie, j'ai rencontré une littérature, à l'époque, j'avais déjà écrit un certain nombre de livres, et par ailleurs, comme je ne suis pas un auteur de best-seller, il fallait aussi faire bouillir la marmite, et j'étais aussi traducteur d'anglais. Mais en découvrant l'italien et en découvrant des auteurs italiens, j'ai eu envie de les faire connaître en France. Et c'est comme ça que je suis devenu traducteur d'italien et directeur de collection, ce qui fait que maintenant j'ai le plaisir de ne traduire que des livres que j'ai envie de faire connaître, que des livres qui me plaisent, parce que comme traducteur d'anglais, je traduisais ce qu'on me demandait de traduire, et puis voilà quoi. Et donc là, ce sont uniquement des auteurs que je propose dans la collection Bibliothèque italienne. Et donc, parmi ces auteurs, les tout premiers que j'ai eu le plaisir de faire connaître en France, c'est Andrea Camilleri, que j'avais rencontré, que j'ai d'abord rencontré sous forme d'un bouquin. C'était La Stagione della Caccia, que malheureusement, pour finir, c'est pas moi qui l'ai traduit. Et je l'ai proposé en France alors qu'il n'était même pas encore, à la mode en Italie. Enfin, il n'y avait pas eu encore le phénomène Camilleri. C'est-à-dire qu'il commençait à y avoir un phénomène de bouche à oreille autour de Camilleri. Ces bouquins commençaient à se vendre bien, mais la presse ne l'avait pas encore découvert. Et donc je l'ai fait acheter en France. Alors, c'était pas cher à l'époque. Les premiers bouquins que j'ai fait acheter par le Fleuve Noir, c'était pas cher. Et puis après, quelques mois plus tard, a explosé le phénomène Camilleri. En route, ça, ma compagne avait fait une des premières interviews d'Andrea Camilleri. Et donc, la plupart d'entre vous savent qui est Andrea Camilleri, j'imagine. Pas sûr, peut-être. Donc, pour ceux qui ignorent qui est Andrea Camilleri, c'est un auteur qui a... Enfin, je ne sais pas, peut-être on passera. Est-ce que je présente Camilleri ou est-ce que... Oui. Bon, non, mais parce que si vous me laissez parler, je vais vous laisser... Je t'arrête. Comme ça fait... au bout d'un moment, on est entraîné, alors ça vient tout seul. Andrea Camilleri, c'est un auteur, il a 87 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, il a fêté ses 87 ans.
Et, excusez-moi, en fait, c'est quelqu'un qui a commencé, qui a eu une carrière. En fait, il a commencé en écrivant c'était donc il est sicilien de la région d'Agrigente, qui est plus précisément de Porto Empedocle. Et dans ses romans, il y a toujours deux villes, c'est Vigata, qui est en fait Porto Empedocle, et Montelusa, qui est en fait Agrigente. Et il y a toujours une rivalité entre les deux villes. Porto Empedocle, en fait, c'est le port d'Agrigente. On pourrait ainsi dire, mais c'est devenu indépendant. Donc, toujours, entre les deux, il y a la vallée des Temples, qui est une vallée de toute splendeur, avec des temples grecs. Et donc, il est de cette région, et il a eu d'abord, il a écrit des poèmes. C'était d'abord un poète, comme notre ami Marc, ici présent. C'est d'abord avant tout un poète. Et c'est assez d'ailleurs curieux le nombre d'auteurs qui sont à la fois de gens qui ont écrit des polars et qui étaient des poètes aussi en même temps. Il y en a un certain nombre. Par exemple, Jean-Claude Izzo a écrit des poèmes, a commencé par des poèmes. Ou quelqu'un comme Jérôme Leroy qui a écrit un bouquin, un polar magnifique qui s'appelle Le Bloc. C'était aussi d'abord un poète. Il y a un lien sur lequel il faudrait réfléchir entre le roman noir et la poésie. Et donc, Camélien, il a commencé à écrire des poèmes. Et il avait, quand tout jeune, il a remporté des prix, il a eu des nouvelles qui ont été publiées dans des journaux. Et il avait remporté un prix dans un concours auquel participait un certain Pier Paolo Pasolini. Et ensuite, il avait présenté un projet il avait écrit une pièce, il y avait eu aussi un prix pour un manuscrit de pièce, et il a présenté et il y avait aussi un jury très prestigieux qui lui a donné le premier prix, et il était allé toucher le prix en Toscane, je crois, à Florence, et en revenant dans le train, il l'a relu, il a dit c'est nul, il l'a jeté par la fenêtre. Et il a arrêté d'écrire. Il a arrêté d'écrire et il est devenu, il a travaillé dans le théâtre, il est devenu un réalisateur, metteur en scène, enseignant d'art dramatique, etc., jusqu'à très tard. Et il a eu vraiment du succès. Il a été producteur d'une série des adaptations de Simonon en italien pour la télévision, avec cet acteur très connu, Gino Cervi. Et donc, sur ce terrain-là, quand il a commencé à entrer dans la vieillesse, on peut dire qu'il avait réussi, il avait déjà une belle carrière derrière lui, parce qu'il a formé tous les grands metteurs en scène, un grand nombre. Il était déjà très connu dans le monde du théâtre. Belloc, puis enfin il a formé une quantité incroyable d'acteurs, et il était très apprécié. Il faisait des mises en scène de théâtre, d'opéra, etc. Et puis, entre-temps, il avait toujours eu envie d'écrire, et c'est Chache, un jour, qui lui a dit mais tu devrais écrire dans la langue que tu sens vraiment. Et donc, il s'est mis à écrire, juste après la mort de son père, il s'est mis à écrire dans la langue qu'il utilisait en parlant avec son père. Et le premier, c'était Un filo di fumo, qui est paru en 1979, je crois, et qui n'a pas eu un très beau succès. Chez Celer, la maison d'édition sicilienne. Et puis après, a été à partir de la fin des années 90, moi, je crois que la première fois que j'ai fait publier, ça devait être en 98, je crois, ou un truc comme ça. Et après a explosé ce phénomène qui fait qu'aujourd'hui,
Camiller, c'est vraiment un auteur, c'est un phénomène extraordinaire, parce que chacun de ses bouquins, chaque fois qu'ils sont en livre désormais, le livre est en tête des ventes. Et souvent, il y a plusieurs de ces livres en tête des ventes en même temps. Parce que à partir du moment où il a commencé à avoir un certain succès, il a commencé à sortir à un rythme incroyable, 3-4 bouquins par an. Il s'est mis parce que en fait, c'est un personnage. Bon, j'ai eu le plaisir et le bonheur de devenir son ami. On est allé le voir assez rapidement. Puis, vu que ma route en plus est sicilienne, c'était particulièrement facile puisque chaque fois qu'il disait un nom, ah oui, c'est le grand-père, ou c'est le fils d'eux, ou c'est le cousin de machin. Donc c'est un classique des Siciliens qui se rencontrent n'importe où dans le monde. Et donc c'est quelqu'un qui est étant devenu son ami, j'ai pu vérifier que c'est quelqu'un qui est une espèce de volcan d'histoire. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, on s'assied, il commence à raconter des histoires. Et donc, c'est un cantastoria. C'est ces personnages qui racontent des histoires en brandissant une épée en Sicile. C'est une vieille tradition de conteurs populaires. Et donc, lui, ayant toutes ces histoires en lui qu'il avait envie de sortir, il a commencé, et ayant eu ce succès, maintenant, évidemment, il peut tout se permettre, et il a beaucoup varié. Il a une série qui a remporté un succès phénoménal, c'est la série du commissaire Montalbán, que je traduis en français, je traduis tous ces Montalbán. D'autant qu'elle était portée à la télévision, qu'elle a un certain succès. À mon sens, à mon goût, je trouve qu'elle est beaucoup plus fade que le livre, que la série des bouquins. Mais en tout cas, elle a eu, du coup, on peut dire, pour moi je vais conclure là-dessus, parce qu'il faut un peu laisser parler l'ami Marc. Pour moi, Camiller, c'est à la fois, c'est un phénomène, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, en tout cas il n'y a pas d'équivalent en France, il n'y a pas d'équivalent que je connaisse vraiment dans d'autres pays. Les Italiens ne s'en rendent pas compte, je pense. Les Italiens ne se rendent jamais compte de leur vraie richesse. Camiller est à la fois un grand auteur populaire, mais grand auteur populaire de mille façons, c'est-à-dire pas seulement parce qu'il a un grand succès commercial, mais aussi parce qu'il a vraiment touché quelque chose de profond en Italie, qui est le rapport à la langue, aux langues régionales, au fait qu'il y avait, depuis que Camiller a eu ce succès, il y a une énorme quantité d'auteurs qui se sont mis à écrire des bouquins où intervenait beaucoup la langue régionale. Ça, c'est des choses que j'ai constatées vraiment dans tous les bouquins auxquels je me suis confronté. Et d'autre part, il a lié toutes ces apparitions médiatiques en fait qu'il a lié une espèce de rapport affectueux avec les gens, qui est assez impressionnant. Je l'ai vu une fois sur une place, il était invité dans le Valle Pellice, c'est une vallée au nord dans le Piémont, parce qu'il devait recevoir la citoyenneté honoraire de Tolle Pellice, la capitale de cette vallée. Et les gens étaient là à partir de 3h de l'après-midi à attendre en plein soleil, assis sur des chaises, et lui il devait venir qu'à 7h, et ensuite de le voir parler à 3000 personnes serrées sur la place, les gens aux fenêtres et tout ça, sur une place de village, enfin une petite ville, c'était vraiment émouvant, quoi, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un rapport, c'était le grand-père que tout le monde avait envie d'avoir, quoi. Il est donc à la fois un auteur, un vrai romancier populaire. Moi, si je pense à la France, il est aussi par ses engagements politiques, puisqu'il était très
en pointe contre Berlusconi, et donc il y a toute une partie des gens qui se sont reconnus en lui. Il me fait penser il m'a fait penser à Victor Hugo, tout simplement. C'est-à-dire que ce personnage qui arrivait à avoir cette espèce de rapport de rockstar avec les gens, et en même temps quelque chose de plus sympathique que le pur succès commercial. Et c'est en même temps un grand écrivain de coup, à mon avis. Il a écrit, alors c'est vrai que la série des Montalbán, c'est une série qui a toutes les caractéristiques du roman de gare, avec des aspects parfois un peu faciles peut-être, en tout cas à la lecture très facile, et en même temps avec un côté de roman feuilleton. On a l'impression de lire un roman feuilleton avec toujours les mêmes personnages qui reviennent, etc. Mais il a écrit aussi des bouquins comme celui dont on vous lira un extrait tout à l'heure, qui en français ça s'appelle l'Opéra de Ligate, en italien c'est Biella e di Presto, qui sont vraiment pour moi des livres de très grande, d'une grande hauteur littéraire. Voilà. Les livres, il faut les lire, pas les cacher, disait la banderole tenue par deux dames d'âge différents, mais d'apparence également convenable. Le premier livre à interdire est le catalogue des livres interdits, assurait l'autre banderole brandie par deux messieurs, eux aussi de générations diverses et d'allure modérément contestataire. Donc il s'agit d'une manifestation, des gens manifestent parce que en Italie, on va interdire des livres. Et pourquoi manifestent ces gens ? Ces gens manifestent parce que des adjoints à la culture et à l'instruction publique de la province ont dressé des listes de livres à retirer des bibliothèques municipales et de celles des écoles. Roberto Saviano, Andrea Camilleri et aussi tous ceux qui ont signé un texte en faveur de Cesare Battistini. Vous vous rendez compte ? Manifester pour une histoire de livre. Voilà. Donc c'est un petit extrait du livre de Serge qui s'appelle Madame Courage. Et donc je voulais lire ce petit passage pour vous montrer le rapport entre le traducteur et l'auteur. Donc Camilleri, oui, le sicilien. Alors moi je suis Marc Borco, donc nom d'origine sarde, parce qu'il faut, je vais suivre un peu le fil conducteur que m'a tendu Serge. Donc j'ai un nom d'origine sarde, ma mère est sicilienne, je suis né en Tunisie, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans, donc ma langue maternelle a été le français. Voilà. J'ai entendu dans mon enfance un peu de sicilien par mes grands-parents siciliens, un peu de sarde par la famille de mon père sarde, mais bon, j'étais français. Voilà, je suis allé à l'école en France, etc. J'ai découvert la poésie française, je suis devenu entre guillemets un poète, et j'ai eu dans mon adolescence envie de connaître la culture italienne et surtout ses poètes. Donc j'ai découvert la poésie italienne, j'ai traduit des poètes italiens, etc. J'ai renoué les liens avec la Sardaigne, où j'ai découvert des grands écrivains, entre autres Grazia Deledda, la femme qui a eu le prix Nobel en 1927. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est assez drôle parce que je me souviens que Grazia Deledda et Pirandello, l'autre grand sicilien du début du XXe siècle, étaient pas très amis. Il y avait de la part de Pirandello à l'égard de Grazia Deledda un certain mépris, je dirais. Voilà, donc ceci pour l'histoire. Et donc continuons, voilà. Donc je redécouvre la Sardaigne, et un jour arrive chez moi un jeune cousin sarde qui me donne un livre qui s'appelle, ce livre s'appelle Il figlio di Bakunin de Sergio Alzeni. Et ce jeune cousin me dit, mais lis ce livre, il va te plaire, il va t'intéresser. Donc j'ai lu ce livre en italien, non seulement il m'a plu, mais je l'ai traduit, je l'ai proposé à un éditeur, et c'est ainsi que Sergio Alzeni est entré en France. Alors, Le Fils de Bakounine, c'est un éditeur lyonnais, La Fosse aux ours, qu'il a publié, et a eu un grand succès critique, hein, puisque tous les journaux, le
Nouvel Obs, Libération, Pollack à la radio, Charlie Hebdo, Pollack dans Charlie Hebdo. Bon, tout le monde a parlé de ce livre, et voilà. Et donc le fils de Bakounine a eu pas mal de succès, mais un succès, je dirais, de lecteur, pas un grand succès éditorial au sens de commercialisation, quoi. Voilà. Alors, ensuite de quoi, j'ai traduit tous les autres livres d'Azzeni, de Sergio Azzeni, qui malheureusement, Sergio Azzeni a été découvert aussi par la même maison d'édition que Camilleri, par Celerio, en Sicile. Azzeni, à l'âge de 34 ans, a envoyé un manuscrit à Celerio qui s'appelait L'Apologo del Giudice Bandito. Et il a envoyé ce livre à Madame Celerio, à Elvire, avec une lettre en lui disant je ne sais pas pourquoi je vous envoie ce livre, c'est un tel cauchemar que j'aurais mieux fait de le brûler plutôt que de vous l'envoyer. Et quelques temps après, il reçoit une lettre d'Elvire à Celerio qui dit il faut absolument que je vous rencontre et je vais publier votre livre. Donc ce livre a été publié. Ensuite, il a continué sa collaboration avec Celerio, le fils de Bakounine, puis d'autres livres. Mais malheureusement, Azzeni est mort à l'âge de 45 ans. Ce qui fait que quand il a commencé à avoir du succès en Italie, et du succès critique important, reconnu par des grands écrivains, entre autres, dans sa jeunesse, il avait été découvert par Lucarelli, qui lui avait publié dans une revue dont j'ai oublié le nom, ses premiers petits textes noirs, un peu voilà, et mort à 45 ans, hélas, aujourd'hui, un écrivain mort. Avec le monde de la médiatisation, c'est difficile de promouvoir son œuvre, parce qu'on ne peut pas l'inviter à des salons, on peut pas, voilà. Mais Azzeni avait, par rapport à la littérature sarde, en fait, il a été innovateur dans la mesure où c'est le premier écrivain sarde qui a décidé de raconter toute la Sardaigne, et non seulement la Sardaigne un peu déjà très connue, qui est la Sardaigne du centre de la Sardaigne, Nuoro, où il y avait Grazia Deledda, où il y avait le poète Sebastiano Sata, mais d'autres villes, entre autres celles du sud, comme Cagliari, Cagliari n'apparaissait dans aucun livre écrit par des Sardes. Cagliari, jusqu'à Azzeni, n'était présente que dans des livres écrits par des voyageurs étrangers. Donc il s'est dit, mais pourquoi ne pas faire connaître toute la Sardaigne? Alors il avait un projet d'écriture qui était de faire connaître toute la Sardaigne et toute l'histoire de la Sardaigne. Un projet assez fou, et dans le peu de temps qu'il a eu à vivre, je pense qu'il a réussi à mener à bien ce projet, puisqu'il raconte dans Le Fils de Bakounine la Sardaigne d'entre les deux guerres et de Seconde Guerre mondiale, avec les luttes des mineurs sardes dans le bassin du Sulcis, luttes qui sont toujours à l'ordre du jour, hélas, dans Le Fils de Bakounine, et son premier livre qui s'appelait L'Apologue du juge bandit. C'est une histoire assez folle qui lui a été inspirée par les archives de la ville de Cagliari, où il a découvert qu'en 1492, il y avait eu un procès intenté contre les sauterelles. Parce que les sauterelles avaient envahi la Sardaigne, comme elles le font encore dans les pays méditerranéens et d'Afrique du Nord, et avaient détruit toutes les cultures. Et donc l'Inquisition avait décidé d'intenter un procès aux sauterelles. Donc lui a profité de ce point de départ historique pour tisser une fable complètement folle, où il montre la présence espagnole et la démoniation espagnole en Sardaigne à l'époque, et la résistance des Sardes, du peuple sarde, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel, voilà. Donc, la fable du juge bandit, c'est une époque historique. Ensuite, il a écrit un roman qui est presque une autobiographie qui s'appelle Il Quinto Passo e l'Addio, le cinquième pas et l'adieu, où il raconte sa jeunesse des années 70 en Sardaigne, les espoirs politiques, puisque lui aussi était un homme de gauche très engagé dans la lutte de gauche politique en Italie, et il a été un journaliste, et voyant qu'il ne pouvait plus vivre en Sardaigne, il travaillait à l'Agence nationale de l'électricité, un boulot quelconque qui avait rien à voir avec son ambition et sa passion littéraire. Donc il a écrit ce livre, Le cinquième pas et l'adieu, où il raconte son départ. Il quitte définitivement la Sardaigne, et le roman raconte une nuit de voyage entre Porto Torres et Civitavecchia, et on voit ce personnage quitter son île, mais
dans une nuit de voyage, il se remémore toute sa jeunesse, tous ses espoirs déçus, ses amours, les histoires, voilà. Et il en profite encore pour raconter, à travers une sorte de rêve, toute l'histoire de la Sardaigne. Peut-être tout à l'heure je vous en lirai un extrait. Ensuite, il a écrit un roman qui est l'épopée de la Sardaigne, qui n'existait pas jusqu'à lui, qui s'appelle « Nous passions sur la terre léger ». Passavamo sulla terra leggeri, où il a décidé d'inventer l'histoire de la Sardaigne, en partant de l'arrivée du premier homme qui débarque en Sardaigne. C'est un peuple qui vient d'on sait où, et chassé par des tyrans, et une tempête les fait s'échouer en Sardaigne, et donc là, ils vont commencer à bâtir une civilisation. Mais ce qui est intéressant chez Atzeni, c'est qu'il se considérait comme sarde, italien, européen, et surtout comme quelqu'un ouvert au métissage, à l'humanité entière. Et donc, il nous décrit cette Sardaigne avec tous les croisements culturels qui ont constitué l'histoire de l'île, l'arrivée des Phéniciens, ensuite des Romains, des Espagnols, voilà. Et je parle pas trop là, non? Alors, donc ce livre, Nous passons sur la terre léger, a une particularité, voilà, par rapport à la langue. Atzeni avait aussi comme volonté de faire parler le peuple sarde. La langue italienne est une langue imposée, hein, voilà, pour les Sardes depuis longtemps, et il y a en Sardaigne beaucoup de gens qui parlent plusieurs langues sardes. Donc l'italien parlé par les Sardes est souvent un mélange de sarde et d'italien, où l'italien a pris des tournures qui n'existent pas syntaxiquement en italien, et les Sardes leur en imposent une autre. Et donc Nous passons sur la terre léger, c'est l'histoire d'une tradition orale. C'est un vieil homme qui est le gardien du temps, qui raconte à un enfant l'histoire de la Sardaigne. Et cet enfant aura à son tour charge de raconter, une fois qu'il l'aura apprise par cœur, l'histoire de la Sardaigne. Donc le passage de témoin se fera comme ça jusqu'à nos jours. Peut-être suis-je un de ces témoins-là aujourd'hui. Et donc, en fait, il fait arrêter l'histoire de la Sardaigne dans ce livre à une époque historique très importante pour la Sardaigne, qui est l'époque des Giudicati. C'est l'époque, tout à l'heure nous avons parlé avec monsieur d'Arborea, c'est l'époque où Eleonora d'Arborea, merci, grazie, signore. Et donc, était quelqu'un en Sardaigne qui était une sorte de, comment on pourrait dire, une reine? Non, c'était pas une reine. Une juge, une giudicata. C'est difficile à traduire, mais les juges à cette époque en Sardaigne étaient des représentants du peuple, élus par le peuple. Il y avait un parlement démocratique qui était élu et constitué par tous les gens du peuple, qui pouvaient décider des lois, etc. Et donc Atzeni fait arrêter l'histoire de la Sardaigne quand Eleonora d'Arborea perd le pouvoir, elle est vaincue par les Espagnols, et là s'arrête cette belle histoire de la Sardaigne où ils perdent leur autonomie. Donc ici s'arrête, nous passons sur la terre léger, mais en fait ensuite Atzeni a écrit posthume, parce qu'il est mort en 1995, il s'est noyé au sud de la Sardaigne, dans les eaux, dans la mer, alors que c'était un excellent nageur. Voilà, bon, il s'est noyé malheureusement. Il avait écrit un livre, son dernier roman, qui s'appelle Bellas Mariposas, qui veut dire beau papillon, et c'est l'histoire de deux gamines, donc ça c'est complètement contemporain, deux gamines d'une banlieue de Cagliari, deux adolescentes de 14 ans qui décrivent leur vie. Le livre, c'est une seule phrase où une gamine raconte sa vie, et voilà, c'est un très beau livre avec une structure linguistique toute particulière. Et pour en finir avec Atzeni, je dirais, il y a eu de son œuvre ont été tirés deux films. Le premier, Le fils de Bakounine, qui s'inspire du livre Le fils de Bakounine, et le deuxième qui vient d'être terminé et qui a été présenté à Venise cette année et qui a eu qui a été signalé où il a eu un prix spécial, et Bellas Mariposas, qui raconte la vie de ces deux adolescentes. Le premier a été fait par Salvatore Cabido et le deuxième par Salvatore Mereu, qui a déjà fait un film, peut-être que vous avez vu, qui s'appelait Ballo a Trepassi, un film qui a été présenté aussi en France.
Alors, comme Serge, qui n'a pas traduit, je ne sais plus quel livre de Camilleri, j'ai eu le malheur de ne pas avoir traduit Bellas Mariposas, pour une bête histoire d'éditeur qui n'a pas eu su être assez attentif. Et voilà, c'est mon grand regret. Mais peut-être que si le film a du succès, peut-être que ça relancera le livre, et j'essaierai à ce moment-là de le traduire. Alors, je ne connais pas beaucoup Azzeni, malheureusement, mais je commence à le découvrir, je connais mieux Camilleri, mais j'ai vu qu'il y a des points de contact entre les deux, et c'est de là qu'il vient l'idée de cette soirée. Par exemple, la langue, vous avez parlé de la langue de Camilleri, de la langue de Azzeni, le fait qu'ils utilisent une récupération, et dans le cas de Camilleri, même une réinvention de la langue, pour se relier aux traductions et pour faire passer aussi des concepts politiques. Et aussi le fait qu'ils utilisent l'histoire pour les mêmes fins. Ils parlent de l'histoire, ils la réinventent parfois pour raconter une histoire de la Sicile et de la Sardaigne qui n'est pas l'histoire qu'on nous enseigne, moi qui fait les écoles en Italie. Ce n'est pas une histoire qu'on nous raconte à l'école. L'histoire qu'il raconte Camilleri et que je crois qu'il raconte Azzeni aussi. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ces deux points pour commencer. Ben, oui, c'est un point central dans l'œuvre de Camilleri, c'est son usage de la langue. Donc, Camilleri, comme je vous ai expliqué, il a commencé vraiment alors, parce qu'il expliquait qu'avant, il avait écrit des dizaines de nouvelles en italien standard, et puis mais il n'arrivait pas à écrire de romans. Il n'avait pas le souffle pour écrire des romans. Et en fait, il a trouvé le souffle quand il a trouvé sa langue. Et donc, la langue de Camilleri est une langue qui est une langue largement recréée, qui utilise, que j'appelle l'italo-sicilien, c'est-à-dire que c'est pas du dialecte sicilien pur, et c'est pas de l'italien en plus, c'est une langue pleine de régionalisme. Alors, pour ceux qui l'ignorent, l'Italie n'a pas, comment dire, n'a pas réalisé l'unité linguistique comme l'a fait la France, parce que, comme vous le savez certainement, l'Italie n'a fait son unité politique que depuis la fin du XIXe siècle. Et donc l'Italie est un assemblage d'identités, et restait un assemblage d'identités régionales extrêmement fortes, à la différence de la France, où la France la nation française est une création de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un État qui, à un moment donné, depuis Louis XI, a décidé qu'il y aurait une nation française et qui a imposé l'existence de la nation française peu à peu, et l'usage d'une langue qui était d'abord la langue de cour, puis ensuite la langue qui a été reprise par les révolutionnaires, par la Révolution française. C'est un projet qui a été poursuivi après par l'école de la République, qui a imposé une unité linguistique à travers l'école, et bien avant aussi à travers les actes officiels. Alors que l'Italie, l'unité linguistique n'a jamais eu ce caractère aussi contraignant. Mais c'est vrai que la France est un pays très particulier pour ça, et que ça pose des problèmes aux traducteurs, puisqu'en France, du coup, cette production de cette langue a fait que le français est une langue très corsetée par rapport aux autres langues, aux langues étrangères. La France est le seul pays où le gouvernement fait des décrets pour dire qu'on va enlever des accents circonflexes ou on va mettre des accents. C'est des choses qui, pour les Anglais ou les Italiens, mon expérience à moi de traducteur de l'anglais et de l'italien, il suffit de comparer deux dictionnaires, le dictionnaire français, le dictionnaire anglais ou le dictionnaire italien.
général, le dictionnaire anglais ou le dictionnaire italien est beaucoup plus gros que le dictionnaire en français. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de vocabulaire, il y a beaucoup plus de variantes. En français, il y a cette idée qu'il y a une bonne manière de dire les choses et pas une autre. Voilà. Et donc, on a intégré en nous l'idée du bon français. Et le bon français, ça a donné des chefs-d'œuvre extraordinaires, ça a d'ailleurs donné une langue qui d'une grande précision, qui peut être, y compris, j'ai entendu l'autre jour un fonctionnaire qui expliquait, un fonctionnaire international qui expliquait que pour le droit, finalement, le français était beaucoup plus précis que l'anglais, que c'était une langue qui était plus efficace, d'une certaine manière. Bon, tout ça pour dire que on reviendra peut-être là-dessus sur la question de la traduction, mais tout ça pour dire que la langue qu'a utilisée Camilleri, c'est une langue qui était une langue familière pour les Siciliens, mais qui était aussi une langue, c'est-à-dire qui était en Sicile, les régionalismes sont infiniment plus nombreux qu'en Provence, par exemple, si je peux prendre un exemple. C'est-à-dire que il y a toutes sortes de mots d'usage courant. Il y a un régionalisme pour eux. Si vous allez en Provence, vous allez en Provence, vous demandez comment vous dites regarder, on vous dira regardez. Si vous allez en Sicile, vous leur demandez comment vous dites guardare, eh ils vous disent tagliare. Donc même pour un mot d'usage aussi courant, il y a un régionalisme qui est encore très présent. Donc Camilleri est parti de ce bassin linguistique qui est beaucoup plus fourni, et en plus, disons qu'il y a dans sa langue une forte influence du parler de la région d'Agrigente. Il utilise des mots de sa jeunesse que même aujourd'hui certains Siciliens ne reconnaissent pas. Il utilise des mots parfois d'ailleurs, etc. Donc c'est effectivement d'une certaine manière, dans une large mesure, une recréation. Et en même temps, alors, en plus, il joue très normalement là-dessus, parce que il y a toujours plusieurs niveaux de langue dans ses écrits. Quand le commissaire Montalbán rencontre un vieux copain d'enfance qui est devenu qui est un mafieux, il lui parle directement en dialecte, il parle dialecte strict, quoi. Mais sinon, quand il va parler avec son supérieur ou avec le préfet, il va parler en italien standard. Et donc, ou quand il parle avec son amie suédoise, il n'utilise pas la langue régionale, il utilise. Donc, il y a trois niveaux de langue déjà dans ce qu'il utilise. Mais, quand c'est le narrateur, alors en plus, il y a une évolution dans ses écrits, parce qu'en fait, Camilleri, il a appris le sicilien à toute l'Italie. C'est-à-dire que dans les premiers de la série des Montalbán, le narrateur utilise des régionalismes, mais pas tout le temps. Et il n'utilise pas tout le temps. Il y a des mots qui sont simplement des mots italiens, mais déformés par la prononciation. Par exemple, pensare, il écrit pensare. Donc, toutes ces déformations ont été de plus en plus présentes dans la voix du narrateur. Donc, sa langue est devenue de plus en plus présente dans ses écrits. Et c'est vrai que, de cette manière, il a eu un succès incroyable. Alors, il me disait, quand je l'ai rencontré la première fois, que les plus grands succès, les régions où il avait le plus de succès, pour commencer, ça a d'abord été la Sicile, et puis le Trentino, le Trentin, c'est-à-dire la région tout à fait au nord, où il y a le bilinguisme, c'est-à-dire l'italien et l'allemand. Donc les gens sont confrontés à ces questions de langue. Et donc,
cette irruption de Camilleri sur la scène littéraire a fait qu'il a largement contribué à faire reconnaître l'importance des langues régionales. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a maintenant de plus en plus d'auteurs italiens qui utilisent des langues régionales dans leurs écrits. Et maintenant, quand j'arrive à Palerme, je vois des panneaux de publicité avec des phrases en sicilien, alors qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'était inimaginable. Voilà. Donc voilà pour la langue de Camilleri. Après, on parlera des questions de traduction, si vous voulez. Juste, Serge disait qu'il voit des panneaux publicitaires en sicilien. Une chose m'avait aussi... Il y a une chose aussi qui est très étonnante, c'est que vous connaissez tous la société de téléphonie ou d'internet Tiscali. Tiscali, c'est tiré de l'œuvre d'Atsaigne, Nous passions sur la terre léger. Et Tiscali, c'est une montagne en Sardaigne où Atsaigne raconte que les Sardes se sont réfugiés lorsque les envahisseurs sont arrivés et que c'est grâce à ce lieu, et d'ailleurs ça a une signification dans la langue qu'il a inventée, parce qu'il a inventé la langue des Antiques, des anciens Sardes, une langue qui n'existe pas. Par exemple, il dit que Sarde, ça veut dire penseur des étoiles. Tiscali, je ne sais plus exactement, mais Is, c'est la lune. Ouais, il y a plein de choses comme ça. Et c'est... Et, par exemple, il a redonné il recite dans ce livre plein de lieux qui existent en Sardaigne et il leur donne une signification particulière et poétique. Et j'ai vu des gens en Sardaigne s'émouvoir au nom d'un lieu, mais en pensant au nom qui lui a été attribué par le roman. Comment cette tradition jacobine qui a traversé votre histoire familiale, au fond, vous l'avez... Est-ce que, au fond, vous êtes positionné par rapport à cette histoire aussi en traduisant Camilleri, en le faisant passer en français? Et donc, quel français? Est-ce que vous avez pris des mots de Lyon, qui sont employés à Lyon, ou des mots... C'est pas vous, voilà, vous n'avez pas fait ce choix-là. Et est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'il y a cette idée de la langue du peuple, mais comment on fait passer cette langue du peuple? Alors, vous ne pouvez pas me faire plus grave offense que de me dire que c'est moi qui ai fait ça, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec les choix de l'autre traductrice. C'est génial, j'essaie de comprendre quelle est la logique. Non, parce que justement, à cause de cette différence entre le français et l'italien, et l'italien en général, les Italiens, entre le français et les Italiens, les langues italiennes, je pense que c'est une démarche fausse dès le départ de vouloir transposer la langue de Camilleri dans une langue régionale, quelle qu'elle soit, une langue régionale française, quelle qu'elle soit. Pour vous en deux mots, si vous allez à Palerme, que vous parlez comme un personnage de Camilleri, on vous comprendra. On se dira peut-être celui-là de quel village il arrive, mais on vous comprendra. Si vous allez à Lyon aujourd'hui, que vous parlez dans le lyonnais, c'est-à-dire la langue qu'a utilisée Dominique Vitoz pour traduire Camilleri, personne ne comprendra. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'elle a choisi de traduire Camilleri dans une langue morte. Et donc, elle est obligée de mettre un glossaire à la fin. Elle a traduit une langue vivante en une langue morte. Et je trouve que c'est une démarche complètement erronée. Et je l'ai dit, elle ne me l'a jamais pardonné, je m'en fous complètement. Mais voilà, et elle est obligée de mettre un glossaire à la fin de ces traductions. C'est une traduction qui a besoin d'être retraduite. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Donc, moi, j'ai choisi une autre voie plus difficile et qui est une sorte de bricolage, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire, j'ai utilisé toute une série de procédés pour essayer de faire sentir en français ce que ressentent les Italiens qui ne sont pas siciliens quand ils lisent du Camilleri, c'est-à-dire un sentiment à la fois de familiarité et d'étrangeté.
Et pour ça, évidemment, j'ai dû bousculer le bon français. Mais je ne suis pas le seul à bousculer le bon français, heureusement. Et donc, les procédés que j'ai utilisés, par exemple, j'ai pris le parti de la littéralité, par moment. Quand Montalbano décroche son téléphone, il dit toujours Montalbano sonne, au lieu de dire je sonne Montalbano. Il dit Montalbano sonne, c'est-à-dire qu'il dit Montalbano je suis, traduit littéralement. Si je le traduis en français, il faut dire allô Montalbano l'appareil. Mais si je traduis comme ça, on perd tout à fait le sucre, le plaisir de la langue. Donc j'ai choisi de traduire littéralement par Montalbano je suis. D'autre part, il y a les déformations que je vous disais, comme pensare, pinzare. Bon, pour moi, c'était assez simple. Penser, je traduis par penser. Pinzare, j'ai traduit par penser, P-I-N-S-E-R. Et quand il écrit pensare, parce que parfois ça revient à l'italien standard, je traduis par penser, évidemment, tout à fait normalement. Il y a. Oui, par exemple, un autre exemple de littéralité, c'est l'usage du passé simple en sicilien, qu'est fou, pour dire qu'est-ce qui se passe, et en fait ça veut dire qu'est-ce qu'il fut, si on le traduit littéralement, qu'est-ce qu'il fut. Ça fait bizarre, mais je le traduis comme ça, littéralement, parce que si je mets qu'est-ce qui se passe, je pense qu'on perd quelque chose. D'autre part, il y a aussi j'ai essayé d'utiliser des mots du sud de la France, mais des mots qui sont connus, comme galéger ou galéger pour traduire babiare, par exemple, ou le problème un mot qui est beaucoup utilisé, piccirito, le gamin. Si on doit le traduire en français standard, c'est le gamin, donc je traduis par minot, parce que c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le sud de la France, dans le sud-est de la France, mais qui n'est pas non plus un mot. Beaucoup de gens, y compris au Nord, comprennent ce que ça veut dire. Parce que pour moi, c'était important de ne pas le traduire, de ne pas le transformer non plus en bagnole, quoi. Je ne voulais pas que ça devienne, que Camilleri il devienne un auteur provençal, quoi. Donc, j'utilise quelques mots du Midi, mais c'est un saupoudrage. Je ne veux pas non plus. Voilà, donc c'est toutes sortes de procédés qui visent à recréer une langue qui a un côté artificiel, mais la langue de Camilleri aussi a un côté artificiel. Qu'on le veuille ou non, elle a un côté, puisque c'est une invention, largement une invention de Camilleri. Mais c'est une invention qui en même temps a enrichi la langue italienne. Aujourd'hui, toute l'Italie sait ce que veut dire minchia. Donc, et donc, si je peux. Oui. En fait, je veux dire, c'est pas une invention neutre politiquement. Pour ce que j'ai pu comprendre, il y a des moments précis où Camilleri choisit de faire parler ses personnages en sicilien et en italien. Et c'est souvent lié à l'histoire de l'unité d'Italie. C'est pour ça que je relie aussi à Azzeni. Il y a certains personnages dans les histoires de Camilleri qui parlent strictement italien et qui sont milanais ou piémontais ou du nord de l'Italie, qui sont présentés comme des... je n'ai pas les bons mots. Représentants de l'autorité. C'est des représentants de l'autorité ou des crétins intégral, comme on dirait en italien. Alors que les personnages qui parlent en sicilien, ce sont des petits gens, des faibles, ou sinon des paysans qui sont beaucoup plus intelligents et arrivent à surmonter le pouvoir avec la ruse. Et de là, il y a une démarche politique de Camilleri. C'est-à-dire qu'il essaie d'exprimer dans ses romans une vision politique de l'histoire de l'Italie, de l'histoire de l'Union de l'Italie, qui se relie aussi à la vision qu'avait Pirandello, ou d'autres grands auteurs siciliens comme De Roberto sur les risorgiments. Ça ne se traduit pas. Non, on dit risorgimento. En français, on dit risorgimento. Voilà, sur le risorgimento. Et je crois qu'Azzeni aussi fait une opération, pas peut-être à travers la langue, mais à travers les histoires.
c'est-à-dire raconter l'histoire des gens les plus faibles, pour redessiner l'histoire de Sardaigne comme c'est vraiment passé et pas comme elle est, je me répète, pas comme elle est racontée à l'école. Je ne sais pas qui passer la balle. Je voulais juste dire, comme c'est un peu une incidente, que il fuit le Bakounine, je voulais le traduire. Et que tu as été plus rapide que moi, et je m'en réjouis que tu aies. Pour autant, nous sommes devenus amis. Oui, non, mais je suis très content qu'il ait été bien traduit et publié par une bonne maison d'édition. La force de jour, c'est une bonne maison d'édition. Mais ça faisait partie des choses que je me disais, tiens, j'ai laissé un peu traîner, et puis voilà. Non, et donc, pour revenir à ce que tu appelles le contenu politique, en tout cas, c'est un contenu historique, c'est-à-dire que ce que je disais sur l'unité tardive de l'Italie, il y a un très beau roman que j'ai traduit, je suis désolé, qui s'appelle Les Traîtres en français, Traditori, de Giancarlo De Cataldo, qui raconte, c'est un gros roman, c'est un magnifique roman qui a l'ampleur des romans feuilletons avec plein de personnages, etc., que je vous recommande vivement, qui raconte l'unification de l'Italie, comment l'unification de l'Italie s'est opérée à travers l'imposition du pouvoir étatique par les Piémontais, par le nord, aux dépens du sud, et de manière souvent extrêmement brutale, alors qu'au départ ça avait éveillé de grands espoirs dans le peuple. Ensuite, il raconte par exemple qu'en Sicile, quand les Garibaldiens ont débarqué, le peuple s'est soulevé pour les soutenir. Et puis après, il y a eu quand même des paysans qui ont voulu poursuivre la révolution jusqu'à remettre en question le pouvoir des barons qui possédaient d'immenses territoires. Et à ce moment-là, les Garibaldiens sont allés les massacrer. Et il y a un livre de Cons qui parle de ça, il me semble. oui, sûrement. Et puis, il raconte aussi comment, dans le sud, en Calabre, il s'est passé le même phénomène. Au départ, le peuple était plutôt pour, et puis ensuite, les Piémontais se sont comportés de telle manière que le peuple s'est soulevé et que les Piémontais les ont massacrés. Il y a eu des dizaines de milliers de morts, des villages entiers rasés, etc. Et ça a été les Piémontais, ce que l'histoire officielle a pendant très longtemps appelé la lutte contre le brigandage. En fait, c'était un soulèvement populaire qui a été écrasé. Et les gens devaient les brigands, évidemment, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Bon. Et donc, il y a cette opposition entre l'État central et représenté souvent par des gens du Nord, les Piémontais, les Florentins au maximum, et les Romains, parce que les Romains c'est autre chose, parce qu'il y a la capitale qui est là, mais les Romains c'est des gens du Sud, alors c'est toujours un peu ambigu, qui est très présente dans le sens où le roman qui explique le mieux ça, à mon avis, enfin il y a deux romans, il y a l'Opéra de Ligate, dont on vous lira un passage tout à l'heure, et un autre roman que j'ai traduit qui était une occasion extraordinaire qui s'appelle le coup du cavalier, la Mossa del Cavallo en italien. Et là, l'histoire, c'est celle d'un jeune Sicilien qui a été envoyé pour une histoire familiale à Gênes, où il a oublié le sicilien, il a intégré le dialecte génois. Et il retourne plus tard en Sicile comme au service des impôts, pour collecter l'impôt sur le blé. Et au début, son flux de pensée que reproduit Camilleri est en génois. Alors bon, là, pour moi, ça a été effectivement très compliqué parce que pour faire sentir, parce que je pouvais pas. Donc j'ai été obligé par moment de laisser de larges passages de génois avec la traduction française juste après, pour qu'on sente que c'était vraiment une langue complètement différente. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que donc il arrive, il pense comme un génois, et puis il découvre peu à peu la Sicile, et au fur et à mesure qu'il la découvre, il découvre des mots, des phrases, et des mots, et à travers ces mots, il découvre des concepts, des manières de voir le monde. Et
Et il tombe dans un piège qui lui est tendu par la mafia et par les puissants locaux. Et il ne sortira de ce piège qu'en commençant à redécouvrir en lui le sicilien. Il se remet à parler sicilien. Et là, il réussit à renverser les forces en sa faveur, c'est-à-dire en acquérant les manières de penser de la Sicile. Donc ce bouquin c'est une description assez impressionnante. C'est dommage que sur le plan de la traduction, c'est vraiment le défi ultime, quoi. C'était très difficile à faire. Mais en tout cas, je vous recommande. Et donc, cette opposition entre une société civile, la Sicile et tout le sud de l'Italie, la société civile a appris à vivre à côté de l'État, en dehors de l'État, d'une certaine manière. Parce que l'État était toujours une force extérieure, alors la Sicile en particulier, parce que la Sicile, c'était toujours des pouvoirs étrangers. C'est une île qui a été dominée par toute une série de dominants venus d'ailleurs. C'est le cas aussi en grande partie dans tout le sud de l'Italie, c'est-à-dire des maisons nobles qui venaient de... Il y a eu les Français, il y a eu les Espagnols, les Catalans, enfin les Castillans, les Catalans, les Normands avant, etc. Et face à tous ces dominants extérieurs, la société sicilienne a toujours considéré l'État comme étant étranger à son être profond, et donc c'est toujours arrangé, a fait fonctionner la vie commune à côté. Et donc c'est un terrain fertile à la naissance des pouvoirs occultes, des mafias. Je vais revenir après à Sergio Azziani. Il y avait une histoire qui racontait Michela Burgia lorsqu'elle est venue présenter à Capadora. Et parlait justement du fait que le dialecte sarde était donc une langue de résistance donc, à l'État, enfin aux envahisseurs. Et dans cette façon donc de vivre avec une langue, la première langue donc des habitants, par exemple du roman de Sergio Azziani, lequel à travers le dialecte on récupère aussi la mémoire collective. Donc je parle de micro-histoire. Si on Camilleri est dans les pensées, souvent des personnages camillériens, il y a des métaphores. Le dialecte sicilien, comme le dialecte sarde, est assez riche en métaphores, est plutôt métaphorique. Et donc, cette histoire de résistance, et donc, quelque part, retrace aussi l'histoire, une histoire qui se déroule sur plusieurs siècles. Dans le livre, donc, par exemple, Le Fils de Bakounine, qui a eu beaucoup de succès, c'est vrai que il y a une interrogation au départ qui est lancée par Azziani, c'est comment récupérer l'histoire d'un homme. Donc, et cette histoire, en fait, récupère au fur et à mesure par des questions que le journaliste, dans le livre, pose aux différents personnages fascistes. Il y a la sorcière haïtienne, il y a le préfet, etc. Le souvenir de cette personne. Donc, et dans ce mélange de langues, les dialectes standards, le dialecte de telle personne, de telle autre personne, qui n'est jamais le même, on recompose comme ça l'histoire du fils de Bakounine. Donc Marc va expliquer ce phénomène mieux que moi. Merci Salvatore. Justement, je voulais lire un passage pour répondre aussi à la question sur l'histoire et illustrer ce que disait Serge par rapport au fait que en Sicile, l'État a toujours été considéré comme quelque chose d'extérieur. C'est aussi un peu le cas en Sardaigne. Et par rapport au fait que Azziani utilise des mots sardes, oui, assez souvent, peut-être moins que Camilleri, mais assez souvent, il utilise des formes, des expressions sardes, et il en donne parfois une traduction en italien, mais une traduction très académique qui n'a rien à voir avec la force de la métaphore originelle dans la langue sarde, quoi. Il se moque un peu
en gros, ça sera intraduisible en italien, parce que deux modes de pensée, deux langues, la langue, c'est aussi une façon de penser. Donc, un passage du fils de Bakounine, donc, il y a eu une grève en 1947 et dans les mines, et le directeur de la mine a été tué. Donc, en 1951, le procès a lieu, et donc un procureur arrive d'Italie, je ne sais quel... Et il raconte un peu ce procès, et on voit comment une communauté s'est constituée et comment elle résiste, comme disait Salvatore, à l'État, quoi. Alors c'est donc le procureur qui parle. Voilà. Depuis le début du procès, j'avais la désagréable sensation que les accusés, les témoins et même le public, nombreux et attentifs, composé de mineurs et de leurs proches, tous savaient avec certitude qui avait tiré, mais qu'ils ne voulaient pas le révéler. J'avais aussi l'impression que chaque indice avait été falsifié, créé délibérément pour détourner notre attention de l'assassin, comme s'il avait accompli un acte que tous approuvaient, ou mieux encore, comme s'il avait été l'exécuteur d'une sentence qui émanait d'eux tous, érigée collectivement en juge. Comme vous le savez sans doute, souvent dans le passé, le code de l'Omerta a couvert des interactions complexes du corps social, regroupées sous l'étiquette générique de banditisme. De l'extérieur, on peut en avoir l'intuition, mais rarement le prouver. De nouveaux groupes dirigeants s'affirment dans le microcosme régional, ceux qui trahissent les règles transmises ou les gens malhonnêtes qui se soucient peu du bien commun sont punis. Nous ne savons rien de leur faute. Une sorte de justice est administrée selon des critères qui sont impénétrables de l'extérieur. Tout se passe au nez et à la barbe de l'État et de ses lois. Les homicides sont des signes que l'on voit de l'extérieur, mais qu'on ne peut comprendre à fond. Il nous manque toujours les motifs de la sentence, si je peux m'exprimer ainsi, ou mieux, ils manquent à nos yeux. La communauté concernée, elle, les connaît bien, etc., etc. Après, il y a une vieille qui vient témoigner, qui nous parle cansarde, qui se moque délibérément du juge. Voilà. Bon, c'est peut-être le moment aussi que tu... Alors, j'ai demandé à Marc de lire un passage, parce que lui, c'est un poète, donc un homme de l'oralité, donc il sait bien parler, il sait bien lire. Je lui ai demandé de lire, parce que moi, je lis pas aussi bien que ce qu'il faudrait, je pense, Camille, donc je lui ai demandé de lire un passage, un petit passage un relativement petit passage de l'opéra La Vigate. Je le fais d'autant volontiers que j'ai appris que tu m'avais offert le fils de Bakounine. Non, je plaisante. Appelez-moi Emmanuel. Appelez-moi Emmanuel, ordonna son Excellence le préfet de Montelusa, le chevalier Dottore Eugenio Bortuzzi, en remettant à l'huissier une volumineuse chemise de formulaire déjà signée. Il est là dehors qui vous attend depuis une demi-heure. Toi, là, Orlando, tu es toujours une grande belle tête de honte, dit le préfet avec son accent toscan qui éludait certains C. Tu devais me le dire immédiatement. Va. On aurait dit un tour de prestidigitation. L'huissier Orlando n'avait pas franchi le seuil que, carrément, à travers lui, l'effaçant, se matérialisa Emanuele Ferraguto, mieux connu dans la province et alentour comme Don Memme, ou plus simplement Utsumeme, oncle Memme, et appelé ainsi surtout par ceux qui, avec lui, n'avaient aucun lien de parenté, même lointain. La cinquantaine, grand, sec, juste ce qu'il faut pour un homme sain, le vêtement d'assez bonne coupe, dont Memme esquissa une inclinaison du buste, un large sourire cordial plaqué sur le visage, dans l'attente que le préfet lui fît signe d'avancer. La Vox Populi disait que Don Memme, ce sourire, il ne l'avait pas même perdu quand le délégué de la sécurité publique, 5 ans auparavant,
en soulevant le drap, lui avait montré, nu, sur une table de marbre, le corps martyrisé de son fils Gnazzino, qui n'avait pas réussi à atteindre ses 20 ans. Après l'autopsie, toujours avec le même sourire, Don Mémé avait demandé poliment des explications au médecin légiste, et celui-ci l'avait informé que, à son avis, avant de l'étrangler, il lui avait coupé la langue au jeune homme, et tranché les oreilles, crevé les yeux, arraché l'œillet et les couillons, dans l'ordre. Et cet ordre, Don Mémé en avait soigneusement pris note sur une feuille de papier avec un crayon d'écolier que de temps à autre, il mouillait de la pointe de la langue. Le message que le mort délivrait par sa manière même de mourir était clair. Qui avait tué le gosse le jugeait bavard et toujours prêt à foutre les filles à droite et à gauche, qu'elles fussent demoiselles ou bien mariées. Dans les 2 mois qui suivirent, Don Mémé s'était consacré à de laborieuses transactions d'affaires, au terme desquelles, ayant cédé à d'autres la suprématie sur le domaine Cantarelle, il avait reçu en échange, près d'une de ses maisons de campagne, les 2 assassins du fils, arrangés de manière qu'il ne pouvait pas même bouger un doigt. 2, disait toujours la voix du peuple, dont Mémé avait voulu prendre soin personnellement, après s'être mis un tablier pour ne pas souiller de sang son costume. Tirant de sa poche le feuillet qu'il avait écrit après avoir parlé avec le médecin légiste, il l'avait accroché à un clou et avait commencé à suivre aveuglément la liste, sans manifester de fantaisie. Mais après leur avoir coupé l'œillet et les couillons, il avait eu un accès d'autonomie créative et s'était détaché du scénario. En fait, il avait pris les 2 moribonds, les avait disposés sur une mule et était allé les empaler sur les branches d'un olivier sarrasin qui se dressait justement dans le domaine de Cantarelle qu'il avait cédé. Après la découverte des cadavres mangés par les chiens et les corbeaux, le délégué, ayant mené une rapide enquête et toujours convaincu que 2 et 2 faisaient 4, avait couru arrêter Don Mémé. Au cours de la même journée, 10 habitants insoupçonnables de Varo, à 50 km de Montelusa, s'étaient précipités pour témoigner que le jour du double homicide, Don Mémé était dans leur village, à s'amuser à la fête de San Calogero. Parmi les gens qui fournissaient cet alibi, il y avait le receveur des postes Bordin Ugo, vénitien, le docteur Pautasso Carlo Alberto d'Asti, directeur de la recette fiscale, et le comptable Ginaneschi Ilio, originaire de Prato et employé du cadastre. « Ah, quelle est belle l'unité de l'Italie !» s'était exclamé Don Mémé avec un sourire plus cordial qu'à l'habitude, tandis que s'ouvraient les portes de sa prison. Ayant fini de s'incliner, Emmanuel Ferraguto approcha avec quelques difficultés du vaste bureau préfectoral. De sa main droite, il tenait sa casquette d'étoffe anglaise, ainsi qu'un paquet, et de la gauche un colis volumineux. « Avancez, avancez, très cher !» lança le préfet jovial. Don Mémé, qui avait fermé la porte du pied, continua à marcher en boitant un peu de la jambe droite. « Vous vous êtes fait mal ?» s'informa son Excellence avec empressement. Don Mémé réussit à exécuter un signe négatif de l'index de la main droite, sans laisser tomber casquette et paquet. « C'est à cause du rouleau !» chuchota-t-il d'un air mystérieux en regardant autour de lui, avant de déposer le paquet sur le bureau. « Des cannoli de Sfiaca, ce qui plaise tant à votre dame. » Puis, ce fut le tour du colis gros et lourd. « Et ça, en fait, c'est une belle surprise pour vous, Excellence. » Le préfet regarda le paquet d'un œil qui soudain brillait d'espoir. « Ne me dites pas. » « Et en fait, si je vous le dis, annonça Ferraguto triomphant, c'est l'histoire archéologique de la Sicile par le doux De Serradifalco. Vous avez mis dans le mille, Excellence. Ce sont les livres que vous cherchiez. Et comment avez-vous fait pour les trouver? J'ai vu que le notaire Chimay les avait. Je les lui ai demandés courtoisement et lui, il me les a courtoisement offerts pour vous en faire don.
Vraiment, je lui enverrai un petit billet de remerciement. Mieux vaut pas, Excellence. Et pourquoi pas? Il pourrait se sentir cocu et battu. Il a fallu insister pour le convaincre. Vous savez, le notaire, à ses livres, il y tenait. J'ai dû, comment dire, le forcer un petit peu, lui faire voir où était son intérêt. Ah, fit son Excellence en passant sur le colis une main amoureuse. Vous savez, Ferragut, je vous hacherai pas que les livres couverts d'écriture m'ennuient, me hassent la tête. Je réponds mieux avec les dessins. Et par chance, les livres de Serra di Falco en sont pleins de dessins. Don Meme décida de mettre fin à l'intermède culturel. « Que votre seigneurie m'excuse, Excellence, dit-il en commençant à déboutonner ses bretelles. D'un coup, le préfet se leva, courut à la porte, donna un double tour de clé, la glissa dans sa poche. Pendant ce temps, Ferragut avait tiré de la jambe droite du pantalon un long rouleau qu'il posa sur le bureau avant de se reboutonner en hâte. « Ça me faisait marcher tout tordu, dit-il. J'avais peur que le papier prenne des plis. Avec une loupara dans le pantalon, il n'y a pas de ce genre de problème. » Loupara, c'est un fusil de chasse à canon scié. Il rit longuement, tout seul, pendant que son Excellence déroulait la feuille. C'était l'épreuve d'imprimerie d'une affiche annonçant la prochaine représentation de l'opéra Le Brasseur de Preston pour l'inauguration du théâtre de Vigata. À la fin d'une lecture attentive, comme il n'avait trouvé aucune erreur, le préfet rendit le rouleau à Ferragut, qui le renfila dans son pantalon. « Nous sommes aux portes avec les pierres, très cher. »« Je ne comprends pas, Excellence. C'est une façon de dire de par chez moi. Cela veut dire que désormais, il nous reste très peu de temps. Après-demain, d'ici 3 jours plus tôt, l'opéra sera porté à la scène et je suis très préoccupé. » Ils se frirent une pause, les yeux dans les yeux. « Moi, quand j'étais minot, je jouais au Commerdione, dit très lentement, rompant le silence, Emanuele Ferragut. »« Ah oui, fit quelque peu dégoûté le préfet qui s'imaginait les Commerdioni comme des espèces d'araignées velues et gluantes auxquelles le petit Ferragut arrachait les pattes une à une. « Oui, continua Don Meme, comment on les appelle par chez vous, ces jeux que les minots fabriquent? » « C'est un joujou, l'interrompit le préfet, visiblement soulagé. « Oui, mon bon monsieur, on prend une feuille de papier de couleur, on la coupe à la forme, on y colle 2 baguettes d'osier avec de la colle à farine, puis on l'envoie en l'air attaché à une cordelette. »« J'ai compris, les cerfs-volants !» s'exclama son Excellence. « Les cerfs-volants, oui, mon bon monsieur, on y jouait de côté de Punta Raisi, près de Palerme. Vous le connaissez, l'endroit ? » Quelle question, Ferragut. Vous savez très bien que moi, je n'aime pas sortir de chez moi. La Sicile, je la connais bien sur les dessins. C'est mieux que d'y aller en personne. Pour les Commerdioni, c'est un endroit nul, Punta Raisi. Certaines fois, il n'y avait pas de vent, et il n'y avait ni Dieu ni diable qui les fasse lever. Certaines fois, au contraire, du vent il y en avait, et le Commerdione, à peine décollé, encaissait une baffe de courant fort qui le faisait plonger et puis l'envoyer s'écraser contre les branches des arbres. Moi, Testard, je m'obstinais, mais je me trompais. J'étais dans l'erreur. Je me suis bien expliqué? Son Excellence resta foudroyé par cette question inattendue. Merde, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre dans cette histoire de cerf-volant et de vent contraire? Non, vous ne vous êtes pas bien expliqué. Une éternelle tête de con, ce Florentin, il est, pensa Ferragut, et en conséquence, il répondit par une question. Votre Excellence me permet de parler latin? Le préfet sentit une rigole de sueur lui couler dans le dos. Depuis l'instant où il s'était heurté à Rosae, il avait pris cette langue en grippe. Ferragut, en amphidance, à l'école, je n'étais pas très bon. Le sourire légendaire de Don Meme s'élargit. Mais qu'est-ce que vous avez compris, Excellence? Chez nous, en Sicile, parler latin signifie parler clairement. Et quand vous voulez parler de manière obscure, nous parlons en sicilien, Excellence. Allez-y, en latin. Excellence, pourquoi est-ce que vous vous entêtez à vouloir faire monter
ce cormédione et de brasseur justement à Vigata, où il y a des vents contraires. Croyez-moi. Croyez l'ami que je m'honore d'être, ce n'est pas une bonne idée. Le préfet comprit enfin la métaphore. On va aller. À Vigata, bonne ou mauvaise idée, ils doivent faire ce que j'ordonne moi, ce que je dis et ce que je commande. Le brasseur de Preston sera présenté et aura le succès qu'il mérite. Excellence, puis-je parler spartiate? Qu'est-ce que ça veut dire? Spartiate, ça veut dire avec les gros mots. Vous pouvez m'expliquer pour quelle putain de bonne raison vous êtes fourré dans la tête cette putain d'idée d'imposer aux Vigatais la représentation d'un opéra que les Vigatais ne veulent pas s'avaler? Votre Excellence veut peut-être faire arriver un 48, une révolution? Que de grands mots, Ferraguto. Oh, que non, Excellence, ce ne sont pas de grands mots. Moi, ces gens, je les connais. Ce sont des personnes bien bonnes et bien braves. Mais s'il leur en prend la lubie, ils sont capables de partir en guerre. Merci. Je voulais qu'il aille jusqu'à Spartiate, quand même, parler latin, parler sicilien, parler spartiate. Vous voyez les différences, les usages de la langue en Sicile. On peut peut-être laisser la place à des questions, si Voilà. Mais en latin, pas en spartiate. Nous serions confondus. J'ai deux questions. Voilà, j'ai deux questions. La première, qui s'adresse à tous les deux, en fait. La première concerne un peu Camilleri. C'est-à-dire, comment expliquez-vous, par exemple, le succès en France de Camilleri, mis à part la qualité de la traduction, hein. Au-delà de la traduction, au-delà des solutions que vous apportez, pourquoi cet engouement pour Camilleri? Et puis, l'autre question qui s'adresse à tous les deux, Simone vous a posé la question sur le problème de la traduction de la langue, de la traduction des mots. Vous avez répondu effectivement en expliquant les solutions, mais vous savez très bien que la langue est porteuse aussi d'une culture, d'une façon de penser, vous l'avez dit déjà, d'une série d'habitudes qui sont parfois difficiles à transposer d'un système linguistique à un autre. Par exemple, je crois que Ginettari, qui a traduit Dario Fo, disait que pour traduire certaines pièces de Dario Fo, c'était très difficile de traduire la culture italienne, la référence à l'histoire, la référence à toute une série, à une forme de pensée. Alors, la question que je vous pose, c'est comment vous avez fait pour que le public français, le lecteur français, en lisant votre traduction, puisse percevoir ou ne pas percevoir cette dimension culturelle qui est italienne, qui est sarde ou sicilienne. Oui, on commence par le plus facile. Sur le succès de Camilleri, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La raison, c'est d'abord que je crois qu'il y a un goût, un plaisir du feuilleton, c'est quelque chose d'assez universel. Le fait de retrouver des personnages pour lesquels on s'est pris d'affection. Et il y a aussi, je pense que quand même, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à faire suffisamment passer, et d'ailleurs je réponds en même temps à votre question, je pense que dans une traduction on perd toujours, de toute façon, d'une certaine manière on perd forcément, ne serait-ce que effectivement le fait qu'il y a des allusions, des références qui manquent forcément. Alors est-ce qu'on va mettre des notes? Quelquefois j'en mets, mais j'essaie d'en mettre le moins possible des notes parce que ça alourdit, ça ralentit la lecture. Les seules notes que je mets toujours, c'est des notes quand il y a des plats, je mets la recette, parce que les gens aiment bien, je sais d'expérience que les lecteurs aiment bien qu'on leur décrive des plats, qu'on leur explique ce que c'est que la pâte
cachate, j'ai bien prononcé, une cachate. Donc on perd toujours quelque chose, sans doute, mais en même temps, on doit se dire, d'une certaine manière, tout est intraduisible, mais tout doit être traduit, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait de la littérature universelle? Non, s'il n'y avait pas les traductions, on n'est pas des polyglottes, quel que soit le nombre de langues que vous arriverez à parler, vous n'en parlerez jamais assez pour pouvoir profiter, vous nourrir de la littérature mondiale. Donc heureusement qu'il y a des traîtres comme nous qui arrivent à faire passer quelque chose, hein, une partie de la langue, voilà. C'est sûr qu'on doit faire... il y a une déperdition, mais il y a un enrichissement aussi. Je pense que, par exemple, cette façon que j'ai pu avoir et que d'autres traducteurs peuvent avoir, d'essayer de bousculer le français pour faire sentir la langue de départ, ça contribue aussi à décorseter le français, à faire en sorte que dans l'écriture, dans le français d'aujourd'hui, il y ait aussi une autre manière d'appréhender le français qui soit un peu plus décontracté que le français scolaire, disons. Voilà. Par rapport le passage de l'italien au français, moi j'avais une expérience avant de traduire Atzeni et d'autres romanciers sardes, parce que j'en ai traduit d'autres qu'Atzeni, c'était l'expérience de la poésie et des grands classiques du XXe siècle italien que je lisais en italien et en français. Et j'étais effaré de voir les traductions françaises, parce que chaque fois je trouve qu'en fait elles sont d'un classicisme qui n'existe pas dans la langue italienne. Et il y a dans la langue même italienne de chacun de ces poètes un travail sur le langage, sur la langue, qu'on ne retrouve pas. Alors évidemment c'est très difficile de rendre ça en français, parce que ça veut dire, comme disait Serge, qu'il faut décorseter le français, bousculer un peu la langue. C'est ce que j'essaie aussi de faire avec Atzeni. Des fois, il y a des tournures qui peuvent paraître bizarres, mais bon, après, je répondrai pas pour fuir le problème, parce que c'est un vaste problème, par deux choses. Une, c'est celle que disait Atzeni, je ne sais plus exactement quelle était sa formule, mais il disait que pour qu'un roman existe, il faut que l'histoire fonctionne, que le lecteur pénètre dans cette histoire et s'y retrouve, la fasse sienne. Et je crois que pour que la traduction fonctionne, il faut qu'elle rende ce caractère au roman. Et après, je terminerai par... c'est pas pour me défausser, hein, mais parce que ça donne l'occasion de dire ça et que c'est une belle chose. Parce qu'Atzeni était aussi un traducteur, un grand traducteur. Il traduisait du français, de l'anglais. Il a traduit, par exemple, Madame Dolto, la mère. Il a traduit des livres de Genette, pour dire dans la difficulté sémiologique, je dirais. Et aussi, c'était traducteur de Chamoiseau. Et donc, il était aussi poète, donc un petit recueil de poèmes que j'ai traduit et qui a été publié. Et Chamoiseau lorsqu'Atzeni est mort, Chamoiseau a écrit ceci, et qui parle de la traduction. Nous étions d'accord, il parle d'Atzeni et de lui, hein, nous étions d'accord pour que la traduction n'aille pas d'une langue pure à une autre langue pure, mais qu'elle organise l'appétit des langues entre elles, dans l'oxygène impétueux du langage. Nous étions d'accord pour qu'une traduction ne craigne plus l'intraduisible, mais qu'elle devienne comptable et essaimeuse de tous les intraduisibles possibles. Et nous étions d'accord pour qu'une traduction honore avant tout l'opacité irréductible de tout texte littéraire, pour que dans ce monde qui a enfin une chance de s'éveiller à lui-même, le traducteur devienne le berger de la diversité. Bon, c'est du Chamoiseau, hein, mais voilà. C'est magnifique. Ouais, mais c'est magnifique. Voilà. Je t'en prie.
Chamoiseau, c'est vraiment l'exemple où je me dis, pour un traducteur italien, ça doit être le même genre de casse-tête que de traduire Camilleri en français. Mais c'est un exemple de français décorseté, Chamoiseau. Et donc, justement, il y a toute cette littérature francophone qui n'est pas académique, qui est produite par les Antilles, par l'Afrique, par le Québec, par tous les francophones qui n'ont pas la carte d'identité française, qui sont encore Chamoiseau là, mais qui pratiquent un français justement différent, quoi. Par rapport à ça, on rejoint le point de tout à l'heure, on posait des questions d'histoire, mais Azzeni a été classé par des critiques italiens parmi les auteurs qu'on appelle de la littérature post-coloniale. Hein, donc, qui sont Chamoiseau, tous ceux qui parlent qui écrivent dans une langue qui n'est pas forcément leur langue d'origine. Moi, j'avais une question en fait. Le fait que vous ayez cohabité quelque part longtemps avec ces deux auteurs, Camilleri d'une part et Azzeni de l'autre, qu'est-ce que ça a changé dans votre propre travail d'écriture? Parce que vous êtes vous-même à votre tour écrivain. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui, quelque part, vous ont sollicité ou que vous avez aimé comprendre? Moi, j'écris pas du tout comme Camilleri, vraiment très très loin. C'est-à-dire, mais en même temps, c'est un travail, tout le travail de traduction, que ce soit avec Camilleri ou avec d'autres auteurs, ça vous conduit à avoir une relation réflexive permanente par rapport à la langue, et forcément, ça a une influence sur mon propre rapport à la langue. Mais ce qu'il y a de passionnant, c'est de trouver sa propre voix, en ayant cette réflexion, mais de trouver sa propre voix avec E ou avec X, V-O-I-E et V-O-I-X. D'arriver à la trouver, en étant passé par les langues des autres, ça m'a aidé d'une manière profonde à avoir sans doute une relation plus détendue par rapport, plus spontanée, et à me permettre plus de choses, me permettre, par exemple, le changement, une chose que j'aime beaucoup faire quand j'écris, c'est changer de registre, passer soudain d'un registre de haute tenue, c'est-à-dire une langue très, très tenue, à un registre très familier, ou même avec des grossièretés tout à coup au milieu. Ça peut introduire des effets de contraste bienvenus, des effets amusants ou de décentrement qui sont... et sinon, le traducteur doit être à la fois très, très humble, en se mettant complètement au service de l'auteur, et en même temps il doit être créatif, parce qu'il y a une part de création dans la traduction. On est obligé, pour chercher des solutions, pour trouver les mots qui entrent le mieux en résonance. On peut apprendre quelques principes de base de la traduction, je pense, à l'université, mais une fois qu'on a passé son master de traduction, le plus dur reste à faire, à mon avis. Parce que la théorisation ne peut pas remplacer l'intuition. C'est-à-dire que dès qu'il y a une part de création, il y a une part d'inconscient. Et l'inconscient, par définition, on ne peut pas vraiment le théoriser à l'avance, quoi. Donc, et il y a toujours une rencontre. C'est comme les interprètes musicaux. Enfin, un violoniste qui joue du Mozart, c'est toujours du Mozart, mais c'est lui qui le joue, et il y a quelque chose de lui. Et que si c'est un grand musicien, on dira le Mozart de machin. Et donc un bon traducteur, on voit aussi, on sent aussi son travail. Voilà. Ce sont deux activités qui sont très proches et très différentes en même temps, la traduction et l'écriture. Étant donné que jusqu'à présent je n'écris que de la poésie, donc pour moi je ressens pas tellement peut-être existe-t-il, même sans doute, inconsciemment entre mon travail de traducteur et mon travail de poète, sauf que quand je suis traducteur, je suis plus poète.
Parce que quand je suis traducteur, ça veut dire que je m'imprègne d'un monde, d'un roman que j'ai lu et relu, que je connais presque par cœur, pour c'est ma façon de procéder, et je suis totalement dans ce travail de traduction, et c'est que quand ce travail-là est fini, que je reviens chez moi, pour ainsi dire. Vous voyez, c'est un peu... Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui ? Une dernière chose, c'est que quand on se confronte au livre d'un auteur, on ne se confronte pas seulement à sa langue, on se confronte aussi à la structure du livre, à la façon de poser le récit. Et on se dit ah tiens, moi j'aurais pas coupé là, ou tiens, c'est génial de s'arrêter là et de ne pas en dire plus, ou ah, c'est extraordinaire cette digression, cette liberté que l'auteur se donne de partir dans une digression alors qu'on attend qu'il nous raconte la suite. Bon, tout ce genre de choses-là, on est très très près du texte, on est très près de sa structure, donc on réfléchit tout le temps à la structure du texte, et ça aussi, ça nous nourrit, quoi. Juste, ce que moi j'ai pas eu à écrire, mais l'histoire de la structure du texte est très importante, parce qu'en effet, je pense qu'une fois qu'on a découvert la structure du texte, on peut traduire. Et moi c'est comme ça, j'ai trouvé tout ce qui fait que ça va tenir ensemble, ça peut fonctionner. C'est pour ça que je lis plusieurs fois avant de traduire. Je voulais dire, par rapport aux deux questions qui ont été posées, la raison du succès de Camilleri en France et comment la traduction arrive à influencer notre travail d'écrivain. Je crois qu'une des raisons, pour mon expérience de lecteur de Camilleri, une des raisons de son succès, non seulement en France, mais dans le monde, parce qu'il a été traduit en je ne sais plus combien de langues, la dernière c'est le chinois. En France, c'est du succès, mais en Allemagne, il y a un succès phénoménal. Encore, c'est des centaines en France, c'est des dizaines de milliers, en Allemagne, c'est des centaines de milliers. Oui, oui. Et je crois qu'une des raisons, c'est probablement la construction des histoires, qui sont des histoires bien ficelées, ça vient de son expérience de producteur et metteur en scène de théâtre, de lecteur de Maigret, entre autres, et la construction aussi des personnages, qui sont très attachants. Et d'ailleurs, pour venir à la question de comment ça influence l'écrivain, j'ai remarqué que dans la disparition soudaine des ouvrières, il y a un personnage de Camilleri qui rentre dans ton livre. C'est un clin d'œil. Et dans Saturne, le premier de la trilogie, avec ce personnage de Simona Tavenel, la commissaire anti-mafia, il y a carrément Camilleri qui apparaît. C'est-à-dire il y a des gens qui viennent le consulter. Vous avez pas bien entendu? Je disais que dans mes romans, les derniers romans, c'est aussi une liberté que je me suis accordée. C'est jusque-là, je voulais pas faire. Puis après, je me suis dit, après tout, ça m'amuse, pourquoi je le ferais pas? Et donc, j'ai introduit, puis ça avait un sens important. J'ai introduit il y a les 3 derniers romans que j'ai publiés, il y a des allusions à Camilleri. Et donc ces 3 romans forment une trilogie, mais qu'on peut lire chacun séparément. Ils sont une trilogie parce qu'il y a le même personnage qui réapparaît, enfin un personnage de commissaire qui réapparaît. Et dans le premier, il y a carrément Camilleri qui apparaît, parce que les gens, les parents de victimes d'un attentat vont le consulter, vont discuter avec lui pour lui dire qu'ils ont besoin de son aide, comme il arrive aujourd'hui. Et dans le deuxième, il y a carrément un personnage des romans de Camilleri, le médecin légiste qui est toujours en colère et qui s'engueule tout le temps avec Montalbán qui apparaît. Mais je ne sais même pas si je dis son nom, enfin, si je dis son nom. Et donc, voilà, bon, c'est des enfants, des clins d'œil, et en même temps, ça tombe bien dans l'histoire. Bon, on peut considérer que les orateurs sont fatigués.
Même si moi j'avais encore une question à vous poser. Oui. J'enseigne l'italien à l'université et une partie de nos étudiants se destinent à être traducteurs. Mais quand ils entendent parler de la traduction littéraire, ils sont épouvantés, ils ont peur, parce qu'ils disent que c'est un métier qui est fermé. Et ils ne savent pas comment entrer dans ce métier, et même s'il y a une voie en E ou en X pour y entrer. Et alors, ma question est, qu'est-ce que vous conseilleriez à ces jeunes? Et comme directeur de collection, je reçois tout le temps des CV, et c'est vrai que je me fais un devoir, je m'oblige, parce que je trouve que c'est normal, quoi. Bon, je traduis une bonne partie des bouquins qui sont publiés dans la collection, mais il y a aussi, je ne peux pas tout traduire, donc j'en confie à des traducteurs chevronnés, des traducteurs qui sont des traductrices. Il se trouve que les traducteurs que j'ai sont tous des traductrices. Mais à chaque fois, j'essaie de donner leur chance, enfin, à chaque fois, non pas à chaque fois, au moins 2-3 fois par an, j'essaie de donner leur chance à des nouveaux. Et il y a des nouveaux noms qui apparaissent de temps en temps. Et une des manières les plus que je conseille, c'est de proposer un auteur et de donner un échantillon de la traduction aux gens à qui on veut la proposer. Et puis, comme ça, ils peuvent juger sur pièce. Mais dans ces cas-là, il y a des choses très matérielles à faire. Il faut envoyer la photocopie du texte italien et faire en sorte que je puisse comparer, parce que des fois on m'envoie des traductions, mais je n'ai pas l'original. Alors je leur dis, écoutez, oui, dans ce cas-là, demandez à l'éditeur italien de m'envoyer le bouquin. Bon. De toute façon, j'ai aucune difficulté à voir, c'est pas ironique, parce que j'ai aucune difficulté à voir les bouquins italiens, parce que la collection en bibliothèque italienne, sans fausse modestie, est bien connue en Italie, et que les gens sont très contents, parce que quand on voit le catalogue des auteurs qui sont publiés, qui sont des auteurs qui sont de haut niveau, les gens sont bien contents à l'idée qu'éventuellement leurs bouquins seront traduits dans cette collection. Donc, une des choses qu'elles peuvent faire des gens, c'est de me dire, ah tiens, parce que moi je suis tout le temps en quête d'auteurs. En même temps, on en publie 3 ou 4 par an, donc on publie 3 ou 4 titres par an, donc je ne peux pas en publier trop. Et puis, dans les auteurs, il y a des auteurs qu'on suit, donc forcément, chaque fois qu'il y a un nouvel auteur qui rentre, ça fait moins de place pour les autres, donc voilà. Mais j'essaie toujours à la fois de faire rentrer des nouveaux auteurs et des nouveaux traducteurs, parce que de faire de la place aux jeunes. Donc voilà, mais parce que c'est aussi une position politique. Je trouve qu'on est dans une gérontocratie insupportable, qui est la façon dont les jeunes sont traités aujourd'hui. Contrairement, d'un côté on les traite, je me permets une digression, d'un côté on les traite, on est dans le jeunisme complet, la seule image de la beauté ou du dynamisme ne peut venir que de la jeunesse, et de l'autre côté on les traite comme des chiens quand il s'agit de travailler, entre les stages pas payés et le fait qu'ils sont sous-payés de toute façon quand ils arrivent sur le marché du travail, et que toutes les positions de pouvoir sont occupées par des gens de mon âge. Je suis très conscient de cette situation, et que j'essaye à mon niveau d'y intervenir. Et je peux juste une dernière, je sais que vous êtes fatigué. Je voulais juste savoir, est-ce que ça vous est arrivé aussi de devoir parler avec l'auteur, et que parfois de toute façon il peut y avoir des contrastes ou des discussions autour de la traduction? Est-ce qu'il peut y arriver ça ou pas? Est-ce que l'auteur, si vivant, vous laisse traduire de toute façon dans une autre langue? Moi, les auteurs que j'ai traduits à Parazzini, qui sont bons vivants, c'est Francesca Galati, Luciano Marocco et Flavio Sori.
si j'en oublie. Non, jusqu'à présent, quand j'ai un doute, je leur pose une question par mail, et après, eux, ils me répondent assez évasivement. Hein, ils me remettent sur la voie, je leur fais plusieurs propositions. Je leur indique plusieurs voies, plusieurs directions dans lesquelles je pourrais aller, et à partir de ça, non, ils me laissent totalement libre de la traduction. Il faudrait qu'ils parlent très bien le français, et la plupart du temps, ils ne parlent pas assez bien le français pour pouvoir juger de la traduction. Ils annoncent une salle après par... c'est une mésaventure qui est arrivée à des auteurs qui n'ont pas été traduits par moi et qui vont en raconter ensuite. Et après, on leur apprend, on leur dit tiens, mais il y a un truc bizarre et ils découvrent à ce moment-là qu'il y a une erreur dans la traduction. Mais moi, j'hésite jamais à demander des explications si j'ai pas compris. Alors, c'est aussi une erreur des traducteurs débutants, c'est qu'ils n'osent pas demander aux auteurs parce qu'ils ont peur qu'on les croit incompétents. On n'est pas censé avoir une science totale et universelle, il ne faut pas hésiter à demander des explications, et les auteurs sont bien contents quand on leur demande des explications. Donc, comme ça leur évite des mésaventures qui est arrivée à Biondil, où quand il y a un personnage qui téléphone pendant un défilé, il dit « mais qu'est-ce que je fous là, c'est tous des riccioni ». Et lui, il a compris, et le traducteur a compris que ça veut dire qu'il a traduit par des gros richards. Alors que riccioni, ça veut dire pédé, quoi, s'il faut les traduire. Voilà. Donc, c'était tout comme ça. Là. Et si le traducteur avait pris la peine de demander, au lieu d'essayer de deviner, ah oui, ça aussi c'est un conseil que je donnerais absolument aux apprentis traducteurs, ne jamais chercher à deviner. Voilà. Parce que l'italien est plein de faux amis, donc il ne faut pas se dire « Ah, ça, je ne connais pas ce mot, mais ça doit vouloir dire ça, ça ressemble au mot français. » En plus, si ça ressemble au mot français, il y a 3 chances sur 4 que ce ne soit pas le sens du mot français. Voilà, donc, j'ai juste 2 anecdotes qui sont un peu drôles par rapport à ça. Un des auteurs que je traduis, sa mère était italienne, était prof de français. Et un jour, il m'a dit, et j'ai cru que c'était une plaisanterie, il m'a dit, ma mère m'a dit que tu écrivais mieux que moi. Alors j'ai laissé passer ça, c'est Francesco. Puis un jour, c'est revenu, je dis, mais pourquoi tu me dis, mais je t'assure, c'est vrai, sa mère qui est prof de français, donc lit l'italien et le français, pour ça. Et un jour, récemment, un jeune auteur qui a écrit Black South, un jour sans immigrés, voilà, que j'ai traduit, me dit ah, j'ai fait lire ta traduction à un pote, je crois que c'est Valerio Magrani, qui est à l'université de Rome, et il m'a dit que c'était un très bon travail. Et je pensais que tu allais faire lire la traduction pour savoir. Ah, c'est bien. Ils ont fait un film aussi de ça. Comment? Ils ont fait un film. Oui, mais qui, d'après l'auteur, ne suit pas trop le bouquin. Ouais. Ben, merci. Ouais, merci à vous. Merci. On continue le rendez-vous demain à 17h30. si vous voulez savoir ce qu'on écrit nous, en particulier, vous pouvez venir demain à 17h30 à la Boirie Totem. Génial.